Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur le podcast Monsieur Petite Ligne et aujourd'hui, une nouvelle invitée, que j'ai le plaisir de recevoir et je suis très content de te recevoir Alexandra, puisqu'Alexandra, tu es avocate en droit des sociétés. Donc je vais te laisser te présenter dans quelques instants, nous dire qui tu es, ton parcours et puis, ton cabinet, nous parler un petit peu, voilà, de ta structure. Et aujourd'hui, nous dirons sur une thématique, je pense qui va concerner beaucoup de chefs d'entreprise, surtout pour ceux qui se sont lancés dans l'aventure, entrepreneuriale et qui sont associés. Puisqu'on verra qu'en effet, il y a, des choses peut-être à anticiper, à prévoir pour que ça se passe bien, pendant et après éventuellement l'aventure entrepreneuriale. Mais tout de suite, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, voilà, ton cabinet, qui tu es et quel est ton parcours? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour Sébastien, et bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à ce podcast, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, je m'appelle Alexandra Vigo, je suis avocate depuis maintenant, 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Je suis spécialisée, dans le droit des sociétés, depuis maintenant plus de 1 an et demi, j'exerce à mon compte. Avant, j'étais en collaboration dans un cabinet. Sur mon parcours rapidement, j'ai fait des études de droit. J'ai fait mes études de droit à Rennes. Après, je suis partie, 1 an en Angleterre pour faire, un LLM, un master, en Angleterre, toujours spécialisée, en droit des sociétés et après je suis revenue, à Paris pour, faire mon master 2 et après j'ai passé, le barreau. Et depuis, voilà, maintenant depuis presque 5 ans, j'exerce, en tant qu'avocate, à Paris, au barreau de Paris. J'ai commencé en tant que collaboratrice comme, beaucoup d'avocats, dans un cabinet, américain qui est basé, à Paris. Donc j'ai appris, énormément de choses. J'ai aussi, énormément travaillé. En fait, pour, avoir un lien plus proche, avec mes clients, parce que c'est quand même ça que je recherchais en étant avocate, j'ai décidé donc de créer, mon propre cabinet, donc j'exerce maintenant en tant qu'avocate indépendante depuis maintenant, 1 an et demi, bientôt 2 ans en avril je suis spécialisée, en droit des sociétés et du coup j'accompagne vraiment des entrepreneurs et notamment, plutôt des startups et je me spécialise de plus en plus dans les startups tech, pour, vraiment, les aider dans toutes leurs questions en droit des sociétés. Donc notamment, la constitution de leur société, leur structuration, et après du coup, leur, association, donc avec la rédaction d'un pacte, ce dont on va surtout parler aujourd'hui parce que c'est surtout ma spécialisation. Et sinon, je les accompagne dans d'autres opérations telles que, la création de BSPCE et après des opérations externes telles que notamment, l'achat, ou le rachat d'une autre société quand, ils cherchent à croître, de manière, externe. Donc voilà pour un petit peu mon champ, d'expertise et surtout, moi j'ai souhaité créer mon cabinet pour, vraiment, comme je l'expliquais, à l'instant, être, vraiment très proche de mes clients. Moi, c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment créer un lien particulier avec, mes clients et vraiment les accompagner au mieux, pour, qu'ils comprennent surtout, le droit des sociétés parce que c'est quand même, quand on est entrepreneur, il y a des fois où on comprend pas forcément tout ce qu'il faut faire, tous les tenants et aboutissants de toutes les opérations. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment qu'ils comprennent, bien tout, bien sûr de les conseiller au mieux et toujours avec un aspect quand même, très humain et assez empathique aussi. J'avoue, j'ai cette, qualité-là, je pense, pour, vraiment créer une relation de confiance et les épauler aussi dans des moments un petit peu plus difficiles parce que quand on est entrepreneur, on est souvent aussi très seul et un avocat pour moi, c'est, quelqu'un qui va les aider, bien sûr sur, l'aspect, très, expertise, mais aussi, sur, l'aspect stratégique et sur l'aspect aussi parfois humain et voilà, de parler des petits
tracas aussi, ça fait partie, je pense, de mon travail. Donc voilà, je c'est un peu un package, assez large que je propose, mais c'est ce qui me plaît le plus. Ce n'est pas que du droit, en tout cas. Alors, je vais rebondir sur pas mal de choses que tu viens de dire qui sont assez complets, mais que je souhaite souligner. Parce qu'en effet, alors déjà, la première chose, c'est qu'en effet, moi, dans mon cabinet, Luma Protection et Patrimoine, il y a une grosse partie de ma clientèle qui sont des chefs d'entreprise. Donc déjà, ça peut les intéresser, cet épisode, autour de la thématique du pacte d'associés qu'on va dérouler ensemble. Mais plus largement à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, puisqu'en effet, ce que tu vas dire, bah, je pense, permet d'éviter malheureusement des fois des situations qui peuvent être compliquées dans un parcours entrepreneurial. Tu as parlé des entreprises de la tech qui compensent pour toi la majorité aujourd'hui de ta clientèle aussi. Et ben, moi, je suis basé en Bretagne, comme tu le sais, hein, du côté de Lannion. On a Mmh. aussi un beau bassin d'entreprises de la tech et tu sais que tu es la bienvenue en Bretagne également pour venir me rencontrer et puis qu'on puisse échanger Avec autour grand d'un bon plaisir. repas. Et surtout, bah voilà, c'est ce qui m'a plu aussi, puisque j'avais invité un notaire il y a quelque temps aussi sur la chaîne du podcast Monsieur Petite Ligne. Et tu es la première avocate, justement, que je reçois en droit des sociétés. Et je pars toujours du principe qu'on peut pas être, je dirais, un spécialiste de tout. Et on parle beaucoup de travail en interprofessionnalité dans notre métier. Moi, je suis conseiller en investissement financier, donc c'est plutôt voilà, comment optimiser et je dirais conseiller mes clients sur tout ce qui est placement financier. Sauf que au-delà de cette thématique-là, bah, les clients ont des besoins en effet, comme tu le disais, bah, sur leur entreprise, sur des conseils juridiques, ça peut être par le biais d'un avocat, d'un notaire et cetera. Et je trouve qu'à plusieurs, compétences et professions justement, on accompagne mieux nos clients, finaux. Et et Entièrement et d'accord. et au-delà de la casquette, ou de la compétence, c'est vrai que, pourquoi j'ai souhaité déjà t'inviter parce que, bah, je sais que tu dépoussières aussi l'image que l'on peut avoir, du métier d'avocat, J'essaye. et ça, c'est assez rare encore de pouvoir à la fois Mmh. avoir, une expertise, bah, pour les chefs d'entreprise, tout en ayant, bah, ce côté convivial, de proximité comme tu l'as dit. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui recherchent cette approche-là, parce que ça permet bah, de se sentir en confiance et puis, de se Mmh. sentir écouté. Et je sais que tu as une très grande écoute et ça, c'est très apprécié de beaucoup de personnes qui ont souvent la tête dans le guidon. C'est ça. Donc voilà sur ce que je voulais, rajouter à ta présentation. Donc vraiment, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que, bah, Allons-y. il est pas rare aujourd'hui qu'on rencontre des chefs d'entreprise qui ne se lancent pas tout seuls dans une aventure entrepreneuriale parce que, bah, ça permet déjà de rompre l'isolement quand on est avec, un Mmh mh. associé ou une associée. Ça permet, bah, de réfléchir peut-être, à 2 cerveaux plus qu'1 en tout cas, ou 3 cerveaux selon le nombre d'associés. Mais, il y a un côté collectif dans l'aventure en tout cas et c'est vrai qu'on rencontre de plus en plus, de démarches, entrepreneuriales avec, 1 ou plusieurs, gérant d'entreprise. Mais Oh là là. on entend souvent parler, bah oui, bah, de pacte d'associés. Ça peut paraître pour ceux qui vont nous écouter, opaque, flou, enfin bon, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot pacte d'associés? Donc j'ai envie de commencer par là. Finalement, Alexandra, est-ce que tu pourrais nous dire de manière assez simple, qu'est-ce que c'est exactement un pacte d'associés? Hem, alors en fait, un pacte d'associés, très simplement, c'est un document écrit qui va être signé par plusieurs associés, et qui est différent des statuts. On va pas mettre exactement les mêmes choses dans le pacte que dans les statuts. Donc les statuts, c'est vraiment l'acte, principal d'une société qui doit être publié au greffe, alors que justement, le pacte n'a pas à être publié. Donc c'est en gros sa grande force par rapport au statut, puisque ici on va pouvoir, vraiment mettre des règles qui vont rester confidentielles, comparé au statut où on est obligé de les publier. Donc c'est vraiment un contrat signé entre les associés qui va permettre de régir toutes les relations entre les associés en dehors des statuts. Donc ça permet vraiment c'est un peu la vie privée de la société. Donc c'est vraiment, confidentiel par rapport donc au statut. C'est beaucoup plus flexible aussi et ça va permettre de mettre toutes les règles stratégiques, dedans. D'accord. Est-ce que c'est obligatoire comme document? C'est-à-dire quand on crée à plusieurs une entreprise, est-ce qu'on est obligé d'avoir, rédigé, réalisé un pacte d'associés?
Alors non, en tant que tel, c'est pas obligatoire par rapport au statut où là, on est obligé, vraiment de les rédiger en début d'activité, en début de constitution plutôt de la société pour, derrière les publier comme je le disais. Mais contrairement, au statut, le pacte n'a pas besoin d'être publié, il n'a pas besoin d'être, rédigé non plus. Hem et du coup, c'est un peu aussi le point négatif, sur ça, c'est que c'est vraiment un document qui va beaucoup plus loin que les statuts et qui permet vraiment de prévenir les problèmes parce que justement dedans on va, prévoir toutes les règles spécifiques à la gouvernance, à la répartition des pouvoirs entre les associés, aux conditions d'entrée et de sortie des associés, à la gestion des conflits aussi. Donc on va vraiment, un peu, c'est un peu une feuille de route où on va écrire toutes les règles de la société et comme ça n'a pas, besoin d'être vraiment rédigé parce que ce n'est pas obligatoire, il y a malheureusement plein, d'entrepreneurs et d'associés qui n'en rédigent pas, alors que justement, en tant qu'avocate en droit des sociétés, c'est vraiment un acte qui est, absolument fondamental et qui est encore plus important selon moi que les statuts parce que c'est vraiment, les règles internes. C'est comme un règlement intérieur, mais très poussé sur, comment est-ce qu'on va répartir, justement, tout enfin, on va définir plutôt toutes les règles entre les différents associés. Donc non, ce n'est pas obligatoire, mais en revanche, je conseille vraiment, à tous, les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, d'en rédiger un si vous avez la possibilité. Parce que c'est vraiment un acte qui permet de réduire les conflits, entre les associés et c'est vraiment un acte qui est selon moi, fondamental pour que justement la société puisse être, voilà, puisse avoir, une bonne base pour, être, performante sur le long terme. Donc finalement, c'est un document qu'on peut faire à tout moment dans la vie de l'entreprise, c'est-à-dire que ça peut être fait au début, mais pour ceux qui Oui. ne l'ont pas fait forcément, au moment de la création de leur structure, et donc du dépôt des statuts, ça peut être quelque chose qu'on peut faire en cours de route, qu'on peut mettre en place en cours de route à n'importe quel moment finalement de la vie de Exactement. l'entreprise, quoi. OK. C'est exactement ça. Au début, le plus simple, ça reste quand même de le rédiger au début des Mmh. relations parce que en plus, c'est le moment où en principe en principe, tout se passe bien. Oui. Donc c'est un peu la période, où, les entrepreneurs sont, Eu hyper, euphorique. contents parce qu'ils ont exactement, un peu le côté euphorique parce qu'ils ont créé leur société. Ça y est, ils ont leur projet, ça fait longtemps souvent qu'ils, le construisent donc ça y est, c'est un peu le début d'une nouvelle aventure, ce qui est le cas en plus. Hem et en fait, voilà, ils commencent directement à rentrer, vraiment dans l'opérationnel pur, et ils ne prennent pas forcément le temps, de rédiger, ce pacte. Or vraiment le pacte, c'est, un moment hyper important, dans la vie d'une société parce que c'est aussi le moment où on va prendre du recul. Mmh. On va, se poser plein de questions qui parfois ne sont pas, hyper agréables non plus parce que on va poser des questions, qui fâche un petit peu, mais qui permettent justement d'appréhender et de construire, les règles qui conviennent à notre société, pour justement qu'elle fonctionne sur le long terme. Donc c'est possible et c'est mieux, on va dire, de le rédiger au moment, de la constitution de la société quand, vraiment, c'est le début de la société. Mais en revanche, on peut, le rédiger, en cours de vie de société ou on peut le rédiger à d'autres moments clés, notamment quand il y a un nouvel associé qui rentre au capital. Il y a une levée de fonds, donc ça veut dire qu'il y a un fonds d'investissement ou un business angel et cetera, en tout cas un investisseur qui va rentrer au capital. Là, on va souvent, en rédiger un. Si, les fondateurs de la société en avaient rédigé un, on va venir en rédiger un nouveau Mmh.
parce que ici, les règles vont être complètement différentes du fait des personnes qui interviennent dans la société, en fait. On n'a plus du tout le même écosystème dans le capital de la société et donc ça doit se refléter aussi dans le pacte. En fait, le pacte, il est amené à évoluer au C'est pas cours de la figé. Ouais, société c'est quelque chose qui est et pas évolutif du dans tout. le temps. OK. C'est exactement ça. On le rédige au début, principalement, entre les fondateurs, mais dès que l'écosystème de la société est modifié Mmh. par l'entrée d'un nouvel associé, ou la sortie d'un associé aussi, par exemple, on va en rédiger un ou alors on peut faire, une modification, via un avenant. Bref. En tout cas, il va être amené à évoluer pour toujours respecter, hem la répartition des pouvoirs, qui est actuellement dans la société, en fait. D'accord. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on comprend bien en effet l'importance, d'un pacte d'associés finalement et plus tôt on le rédige avec l'aide d'un avocat justement en droit des sociétés, mieux c'est. Mais pour, ceux qui nous écoutent et qui trouveraient encore, le sujet un peu flou, concrètement, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel type de clause, par exemple, on peut retrouver, dans un pacte d'associés finalement? Comment il est organisé, en tout cas dans les grandes lignes, pour que chacun puisse un peu se projeter aussi sur, finalement, c'est quoi ce document, quoi? Qu'est-ce qu'il contient? On a entendu donc, comme tu disais, ce sont des règles de vie pour que ça se passe bien et puis Mmh, que le moment où éventuellement il y a conflit, entre associés, bah, que les règles puissent permettre de solutionner ou de régler la sortie ou l'arrivée aussi, comme tu l'as dit, d'un futur associé. Donc ça peut être positif, hein, c'est pas que négatif dans ce qu'on a exactement. dit. Ça peut être une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi gérer malheureusement, bah, voilà, des départs, parce que voilà, on n'a pas évolué justement aussi, entre associés dans la même direction au cours de la vie de l'entreprise. Donc finalement, est-ce qu'il y a une base, un tronc commun, des clauses que l'on retrouve dans la forme du document? Hem, le pacte d'associés, c'est vraiment un document qui, du coup, du fait de ne pas être publié, peut vraiment, être complètement adapté à la situation de la société. Donc c'est vraiment un acte, hem, qui est contractuel, mais où, dedans, on peut un peu faire ce qu'on veut. D'accord. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Mais on retrouve quand même toujours une base, donc un peu des incontournables que l'on revoit, dans tous les pactes. Donc, en premier lieu, on a toujours la gouvernance. Donc là, c'est vraiment un peu des questions, très simples, mais qui décide quoi Mmh. et à quelles conditions? Donc là, ça va être des conditions de quorum et des conditions de majorité, puisque souvent, en fait, quand on est dans un pacte, on a souvent un majoritaire et un minoritaire. Donc, l'objectif dans le cadre du pacte, c'est justement de prévoir toutes les règles de la vie de la société pour essayer de trouver un équilibre, en fait. Le majoritaire restera majoritaire, donc il aura quand même des droits supérieurs aux minoritaires. Mmh. Ça ne va quand même pas être modifié, mais ça va être un peu de rééquilibrer quand même ce rapport de force entre les 2. Et de donner des pouvoirs spécifiques quand même, aux minoritaires pour qu'ils ne se sentent pas lésés et qu'ils se retrouvent dans une société où en fait limite, il n'a droit à rien. Bon, tout ça, dépend bien sûr de la négociation aussi entre les associés, de leurs besoins, de leurs demandes et aussi du pourcentage de détention du capital social. Puisque un minoritaire qui a 30 par rapport à un minoritaire qui a 5, ça va pas être exactement la même chose, donc on va lui donner des droits qui vont être différents. Mais du coup, on va quand même retrouver, la gouvernance, enfin des règles par rapport à la gouvernance, Mmh. des règles par rapport du coup à la protection des minoritaires, ce que j'évoquais, juste à l'instant, avec du coup souvent des quorums et des majorités qui sont renforcés sur certaines décisions. On peut même lui donner un droit de veto. Et on va aussi souvent lui donner, des droits d'information spécifiques que le majoritaire va devoir lui transmettre. On va aussi avoir des règles qui sont absolument fondamentales sur les règles de cession des actions. Mmh. Donc là, par exemple, tout ce qui est c'est des fois des termes un peu compliqués, mais du coup, tout ce qui est droit de préemption. Donc là, on va donner, un droit, en fait, aux associés, enfin
pardon, je vais reprendre. Donc on a aussi un droit, des règles, absolument fondamentales par rapport à la cession des actions. Donc là, on va vraiment régir, et prévoir toutes les règles dans le cas où un associé quitte la société. Mmh. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Donc, par exemple, on a, je sais pas, une start-up avec, 3 associés et il y en a un qui décide, de partir ou en tout cas même de ne plus travailler dans la société. Et bah, ici, en fait, tout l'enjeu va être de déterminer ce qui se passe dans ces cas-là. Mmh. Parce que là, à l'heure actuelle, sans, vraiment pacte, en fait, c'est horrible à dire, mais il ne se passe rien. Et en fait, c'est la pire des situations. Ah ouais! Parce que du coup, si un associé décide de ne plus rien faire, il va toujours rester, dans la société, il va toujours rester associé et si rien n'est prévu, les autres associés, donc les 2 autres qui sont toujours dans la société et qui, eux, continuent à travailler tous les jours et cetera, n'ont aucune règle en tant que telle pour pouvoir le sortir. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un associé, un peu fantôme Oui, c'est ce que qui j'allais va dire, rester c'est là. ce que j'allais dire. Exactement. Et donc en fait, pour le sortir, ça va dépendre, de son bon vouloir, un petit peu. Et en fait, c'est dans ces moments-là où on se retrouve avec vraiment des conflits d'associés qui sont mais vraiment extrêmement problématiques parce que du coup, ça pénalise les autres associés, ça pénalise, la société aussi parce que du coup, on a un associé qui, est même s'il est minoritaire, qui peut avoir vraiment enfin Bah, puis il voilà, continue de qui va représenter en rester. plus, il continue de représenter quand même l'entreprise, puisqu'il est bénéficiaire hem, effectif, dans l'entreprise aussi quoi, donc alors là, le bénéficiaire ouais, effectif, tout dépend de s'il détient plus OK, de 25 du d'accord. capital social. Si ce n'est pas le Ça cas, dépend, ouais, ouais. voilà, mais en fait, s'il n'est pas dirigeant, Mmh, il ne représente pas en tant que tel la société, OK. mais ça n'empêche pas que, hem, il va pouvoir bloquer, par exemple, certaines décisions. Ou alors justement, on aura besoin, de son accord pour réaliser certaines opérations parce qu'il y a des fois, c'est à Mmh, l'unanimité, des associés qu'on doit réaliser certaines choses et si par exemple lui, il ne souhaite plus du tout, intervenir dans la société, bah, dans ces cas-là, on peut être bloqué. Donc après, il y a plein de mécanismes, mais il faut aller, mmh, vers du judiciaire mmh, donc voilà, et puis c'est surtout que si lui, il ne souhaite pas quitter la société et rester un peu dans cette situation de statu quo, mmh. eh ben, il le peut et que, les autres associés n'ont aucun moyen de le forcer à sortir. Là, dans ces cas-là, il va falloir mettre en place du coup, enfin, il va falloir faire surtout appel à un avocat pour essayer de négocier du coup avec, cet associé minoritaire pour trouver une solution. Mais du coup, dans ces cas-là, ça peut aussi mener à des gros conflits parce que du coup, derrière, si lui, il souhaite vendre, on on commence à aller vers une sortie de sa part, mais le problème va être de déterminer à quel montant Mmh, on va lui racheter mmh. ses actions. Et en fait, vraiment l'objectif du pacte, ça va être de déterminer tout ça. De déterminer du coup à quel moment, on peut lui donc les autres associés vont pouvoir lui racheter ses actions ou même la société va pouvoir lui racheter ses actions. À quel prix aussi? Et ça, c'est absolument fondamental, de déterminer en amont à quel prix ou quand on n'arrive pas forcément à le déterminer, au moins mettre que c'est par un expert indépendant. Donc en fait, on peut vraiment moduler comme on le souhaite, toutes les règles et on peut aussi être dans le sens inverse où justement on a un minoritaire qui souhaite quitter la société mais si justement rien n'est prévu et que les autres, associés ne souhaitent pas lui racheter, bah, dans ces cas-là, lui, il va pouvoir aller voir Mmh. n'importe qui, pour demander à un tiers, de lui racheter ses actions. Ouais, donc il y a pas un Donc ça veut contrôle dire du coup que là sur cette partie-là de la part des autres, gérants en plus de la société quoi. Ah ouais, des c'est autres des autres associés de la associés de la société, société, ouais, c'est ça. exactement Ah oui, donc ça et donc en peut fait ça peut vraiment être problématique, c'est-à-dire là,
Tu viens de nous parler déjà que ça peut partir au judiciaire, donc c'est-à-dire qu'il y a un coût aussi Mmh, financier derrière. exactement Au-delà du conflit interne, qui peut en effet, et polluer, mental, voilà, c'est ce que enfin j'allais dire, polluer les chefs psychologique d'entreprise aussi. Ouais, bien et sûr ah oui, donc et donc et en en fait plus on ne maîtrise pas, oui, qui peut remplacer cet associé au final, quoi. C'est ça le «la cerise sur le exactement gâteau» entre donc guillemets, quoi. ici, c'est vraiment de, un peu réfléchir à toutes les situations Mmh, possibles, mmh. donc les bonnes comme les Ouais, mauvaises, c'est ça. mais surtout les mauvaises, Ouais, ouais, ouais. parce que nous, on est là pour, tout prévoir, enfin, en tout cas, essayer de tout prévoir et du coup, déterminer ce qui peut se passer, dans le cas où, telle personne, quitte la société. Mmh, Enfin, c'est vraiment se poser énormément de questions, pour essayer de, vraiment identifier tous les cas possibles et derrière y trouver des solutions mmh, et de les écrire pour que justement dans le cas où ces situations arrivent, on ait déjà une feuille de route et qui ne puisse pas être contestée par les associés, en mmh. fait. D'accord. Et donc c'est vraiment l'aspect absolument, fondamental et enfin moi je pense le plus fondamental Ouais. au pacte. Donc c'est vraiment pour, régler toutes les situations de sortie Mmh, et d'entrée mmh, de nouveaux associés pour que vraiment, les associés, aient bien en tête, tout ce qui peut se passer et surtout qu'elles aient le contrôle ou non, mais si c'est déterminé ou pas, mmh. enfin si c'est choisi ou pas, le contrôle ou non sur, qui peut rentrer, dans la société, à quelles conditions et comment est-ce que les associés peuvent sortir et à quelles conditions. Finalement, tout à l'heure, on disait que le pacte d'associés protège aussi les minoritaires, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, ça protège aussi les majoritaires finalement dans le cadre d'un conflit et de la gestion d'une sortie, Exactement, donc c'est dans les 2 sens quoi finalement. exactement. C'est vraiment pour, régler, heu, oui, pour vraiment essayer de, que tout le monde soit au Mmh. clair aussi, en fait. C'est un peu pour, mettre carte sur table, et de se dire: «OK, bon, bah, dans telle situation, Ouais. en tant que minoritaire ou en tant que majoritaire, moi, je ne veux pas qu'il se passe ça». Mmh mh. Et c'est vrai que moi, c'est souvent quelque chose que je fais pour, mes clients, mais en fait, aussi ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que dans la rédaction d'un pacte, on fait, du coup, rentrer, un nouvel associé ou en tout cas, il y a plusieurs associés qui n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs, les mêmes besoins, les mêmes demandes, les mêmes peurs aussi. Mmh. Parce que s'associer, c'est prendre aussi un Mmh. risque, même si ça peut, mener, vers, une meilleure réalisation, enfin en tout cas que la société fonctionne encore mieux parce que comme tu le disais tout à l'heure, à plusieurs on réfléchit mieux, mais aussi ça peut entraîner des problèmes puisque comme on n'est pas la même personne, on Mmh. ne réfléchit Mmh. pas de la même personne et on n'a pas les mêmes intérêts. Et donc moi comment est-ce que je fais en fait? C'est que j'envoie à mes clients un questionnaire avec vraiment plein de questions et je leur demande aussi quelles sont leurs peurs dans le cadre de cette association. Parce que, en fait, l'objectif, c'est que vraiment quand, on négocie un pacte, c'est qu'on réponde en tant qu'avocat, on réponde à leurs peurs et que ça ne leur fasse plus peur, en fait, de s'associer. Bon, il y aura toujours, voilà, des peurs qui vont venir, au fur et à mesure avec, voilà, d'autres associés, mais en tout cas, au moment de la signature du pacte, moi, mon objectif, c'est vraiment que, hem, on ait un peu extériorisé aussi tout Ouais. ça, Sécuriser, hem amener de la sérénité quelque part. Ouais. exactement et amener exactement de la sécurité et de la Mmh. sérénité puisque toutes leurs peurs ont été Mmh. traduites juridiquement avec des solutions précises, en Mmh. fait. Ça fait penser un peu comme un mariage en fonction du contrat Ah mais et le divorce se passera pas de la même façon, à la sortie. c'est exactement ça, mais de toute façon, moi, c'est ce que je mets, enfin, c'est pour moi, c'est la meilleure métaphore. Ouais, Une association, ouais, c'est un ouais, mariage. Ce n'est pas un mariage dans la vie, ouais. Mais personnelle, parce que mais ça reste quand professionnel, même ouais. du Ouais. professionnel, mais c'est un Mmh. mariage parce qu'on a plusieurs personnes, Mmh. qui, sont Mmh. différentes et qui ont des intérêts différents, mais qui veulent aller, Dans la ensemble même pendant aventure. Ouais, plusieurs années ouais. dans la même aventure. Donc littéralement, moi je dis toujours à mes clients que, un pacte, c'est, un contrat de mariage Mmh.
Et maintenant, en plus, on a de plus en plus de notaires qui disent qu'il faut maintenant avoir un contrat de mariage. Mmh. Et ben moi, je dis exactement la même chose pour le pacte. Des statuts ne sont pas suffisants. Il faut obligatoirement, à côté, un pacte, même si ce n'est pas obligatoire. Mais c'est conseillé très fortement. Ouais, en effet, surtout avec ce que tu viens de souligner, je pense que ceux qui Mmh. nous écoutent, vont pour ceux qui ne l'ont pas fait en tout cas, vont certainement se renseigner. Et alors justement, j'ai une question. Est-ce que pour faire un pacte d'associés, on est obligé de passer par un avocat en droit des sociétés comme ton cabinet? Ou est-ce qu'il y a d'autres structures qui le proposent? Et si oui, quelle est la plus-value, de passer plutôt par, un avocat justement, plutôt qu'une autre structure si c'est le cas? Alors déjà, de base, en fait, un pacte, comme c'est vraiment un document qui est pas publié, Mmh. hem, il n'a pas besoin d'être rédigé par un avocat ou par vraiment une personne extérieure. Ça peut être rédigé entre, entre directement les associés. Après moi, c'est quelque chose que je ne conseille absolument pas, parce que justement, en fait, le pacte, c'est, un document qui va permettre de rééquilibrer Mmh. un minimum, les relations entre les associés pour que justement ça fonctionne sur le long terme et Mmh. que personne ne se sente lésé, à l'instant, enfin, au début de la relation. Donc en principe, le fait de rédiger un pacte, c'est, uniquement possible, enfin c'est, heu, un droit exclusif, enfin c'est plutôt, quelque chose qui est réalisé uniquement par, les avocats, donc spécialisés, en droit des sociétés. Après on voit de plus en plus, de legal tech et cetera qui, fleurissent en ce moment sur internet et qui proposent justement la rédaction, de ce type de documents. Mmh. Donc ça existe, mais c'est sûr que par rapport à un avocat, on ne va pas avoir, déjà, une explication, Mmh. vraiment des règles. Parce que moi, c'est quelque chose que je vois souvent. Vraiment des clients qui ont rédigé déjà un pacte, sur des legal tech, sur internet et cetera, qui ont rempli des questionnaires, mais sans vraiment comprendre Mmh. vraiment les enjeux derrière tout ça. Et donc en fait, ils viennent me voir après, parce que, ils se rendent compte que, enfin, c'est souvent pour préparer des levées de fonds Mmh. et pour préparer des levées de fonds, souvent on fait, plusieurs opérations pour, vraiment, présenter à un investisseur la meilleure image de la société possible et donc ça implique parfois de refaire certains documents, dont le pacte. Et en fait, avoir un pacte qui est bien fait et qui est bien rédigé, c'est vraiment un gage de sécurité pour, la société et aussi de, professionnalisme. Mmh. Mmh. Parce qu'un pacte qui est fait très rapidement, on voit que, voilà, c'est limite Ça fait un peu «brouillon» entre un guillemets. Ouais, template, c'est ça, ouais, que c'est un modèle ouais. qu'on a trouvé quelque part Mmh. et cetera. En fait, là, on perd complètement l'essence Mmh. même et l'objectif même du pacte qui est de réaliser un document qui est vraiment adapté à chaque Mmh. société, à chaque type de situation. Et ça se voit tout de suite, en fait. Donc par rapport à ça, en fait, le fait de passer par un avocat spécialisé en droit des sociétés, c'est vraiment d'avoir, quelqu'un qui est là, donc Mmh. physique déjà, Mmh. et pas, voilà une intelligence artificielle, pour pouvoir poser toutes ces questions, Mmh. qui va vous conseiller aussi parce que, du coup, là, ce n'est pas juste un questionnaire à remplir. Derrière, moi, je vais vraiment aller très loin dans mes questions. Mmh. Comme tout à l'heure, je disais, en fait, j'envoie un questionnaire qui est très, Tu as le regard très humain. Tu as le détaillé. regard humain comme tu disais, parce que chaque cas est différent Exactement, et je pense qu'il y a une part de ressenti, dans les échanges que tu peux complètement. avoir aussi avec les dirigeants et qui Mmh, ça ne peut pas être, réalisé comme ça, comme tu disais, dans son coin, en autonomie. Enfin, je pense que être complètement. accompagné par quelqu'un d'extérieur avec un œil extérieur et qui plus est, au niveau des clauses, pour ne pas qu'il y ait Mmh, peut-être de litige à la sortie, tu as certainement l'expertise pour que les clauses justement, soient rédigées de la bonne façon et qu'il y ait pas de contestation non plus complètement, possible à à l'arrivée. complètement et c'est exactement ça, c'est vraiment ce côté, Mmh. expertise, parce que, bah, moi, des pactes, j'en fais, presque enfin, j'en fais tous les jours. Donc maintenant, je vois vraiment,
les différents cas et les différentes possibilités, les différentes options aussi, parce que c'est vraiment, des clauses qui sont, complètement adaptables. Mmh. On peut, tout adapter, les montants, enfin les délais, vraiment, tout est adaptable. Donc moi, je propose plusieurs options à chaque fois et on en discute après avec les clients. Mais c'est vraiment ce côté, humain qui, je pense, est fondamental et parce que comme je le disais tout à l'heure, le fait de s'associer fait souvent ressortir beaucoup de peur. Moi, là, dernièrement, je l'accompagne toujours d'ailleurs, une, fondatrice de start-up tech, qui a fondé toute seule sa société il y a 1 an et demi et là, du coup, elle fait rentrer, une autre associée, donc elles vont être 2. Mais comme elle était toute seule, c'était un peu son bébé, Mmh. sa société et là, du coup, le fait Elle de, le partage. de faire rentrer quelqu'un au capital et de partager, il y a eu, voilà des moments, de doute pour elle. Mmh. Donc du coup, on a fait, beaucoup de calls aussi, où je l'ai rassurée, où je lui ai, expliqué vraiment très précisément les clauses Mmh. et pour qu'elle comprenne vraiment derrière, un peu, tout ce qu'elle pouvait mettre elle en œuvre, dans le cas où ça se passe mal et cetera. Mais vraiment, je pense en tant qu'avocat et en plus, moi, c'est ce que je préfère, c'est vraiment expliquer au maximum, ce qui se passe, en fait et toutes les règles qu'on prévoit dans le pacte pour qu'ils comprennent bien tout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui signent des pactes, donc c'est génial, mais qui derrière ne le comprennent pas Mmh. et ça, en fait, c'est problématique parce que si on ne le comprend pas, on ne va pas pouvoir le mettre en œuvre, en fait et donc si on ne peut pas le mettre en œuvre, On a bah, fait que la il moitié du sert à chemin, rien. ouais, c'est ça, on a fait que la moitié du Il travail. sert à rien. Alors que justement, si, on le comprend bien, et moi souvent je fais même, des récapitulatifs en fait à mes clients vraiment extrêmement simples, parce que c'est vrai que dans le pacte, ça peut être, un document très long, avec du jargon vraiment, juridique pur. Donc moi souvent je fais, un document très simple, vraiment sous forme de tableau avec, telle clause, te donne droit à tel droit. Enfin, vraiment quelque chose de très simple comme ça, eux, ils ont vraiment un guide, en fait et dans telle situation et bah, ils pourront, le mettre en œuvre parce que souvent, en plus, il y a des délais donc si on loupe les délais, c'est quand même dommage. Voilà, mon objectif numéro un vraiment quand, je travaille avec un client, c'est qu'il comprenne bien tous les enjeux du pacte. Et donc tu es sur Paris, mais tu peux, Oui, comme tu disais avec la visio aussi, intervenir auprès de clients qui peuvent être en région, en Bretagne, notamment. complètement. Il y a pas de souci là-dessus et en plus, je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu J'essaye. postes souvent des carousels pédagogiques justement, Oui. où comme tu viens de le dire, bah, l'idée c'est que la personne comprenne, ce qu'elle signe Mmh. et que ton accompagnement finalement apporte de la sécurité, de la sérénité tout au long de la vie finalement d'une entreprise Mmh. avec, ses départs, ses arrivées, en termes d'associés, et qu'à chaque fois finalement les choses se déroulent de manière la plus fluide possible et puis, bah, c'est quelque chose de vivant comme tu l'as dit donc bah, l'avantage Exactement. d'être accompagné, par, un avocat en droit des sociétés, par, finalement quelqu'un qui est en extérieur et qui a un regard extérieur, bah, finalement va être un petit peu ouais, le compagnon de cordée de cette aventure entrepreneuriale. Moi Entièrement. je dis souvent ça. C'est valable pour les placements financiers et c'est un petit peu là-dessus que Mmh. également que je dis toujours à mes clients, moi je suis là pour vous accompagner, faire construire un petit peu votre patrimoine et vous protéger et donc vous sécuriser et vous apporter de la sérénité Mmh. sur un autre domaine. Mais c'est vrai que voilà, la vie d'une entreprise, bah, c'est quelque chose qui est quand même assez, c'est un long fleuve qui n'est pas toujours tranquille Non, pas du et tout, et au pour contraire. justement peut-être, bah, je dirais surmonter les différents, obstacles qui Mmh. vont se présenter. Le pacte d'associés me paraît en effet, plus qu'incontournable, surtout quand on voit les exemples que tu as pris, durant notre épisode, Ouais, je pense que là, tous ceux qui nous écoutent, alors pour ceux qui n'ont pas fait de de pacte d'associés, bah, là, il est vraiment temps d'y penser sérieusement et ceux qui, en tout cas, ont eu la démarche déjà positive d'en faire un peut-être dans leur coin, bah, peut-être, de prendre le temps de revoir et d'avoir la lecture d'une experte, du sujet et puis, bah, de se faire accompagner quoi, tout simplement. À un moment donné, on peut pas être partout quand on est chef exactement. d'entreprise Surtout sur et ça, surtout, voilà, surtout sur sur des le aspects juridiques juridique. comme ça, ouais, je crois que là, c'est incontournable, quoi. Donc, Ouais, entièrement. bah, Je suis entièrement d'accord, en tout cas, je te remercie vraiment
toutes ces informations de manière très claire. Voilà, c'est ça que j'apprécie chez toi. C'est pour ça que j'ai Merci. souhaité t'inviter. C'est que voilà, tu abordes des choses qui peuvent être très techniques, mais en vulgarisant le plus possible les propos. Et c'est ce que J'ai essayé, voilà. mais des Mais fois c'est dur parce qu'après je peux rentrer dans de la technique pure, mais bon, non, c'est non, mais moins intéressant, on va dire. c'est vrai que voilà, j'étais pas inquiet en t'invitant et c'est vrai que c'est ce que j'essaie de faire depuis le début que j'ai lancé cette chaîne de Mmh. podcast, ce qui est pas évident non plus pour moi parfois de vulgariser tous ces domaines-là. Complètement. Et c'est vrai que là, depuis quelque temps, voilà, on avait eu un notaire qui était venu sur la chaîne. Tu es la première avocate et donc voilà, Je suis c'était ravie. important pour moi aussi de donner de la parole à des confrères en interprofessionnalité, puisque je le répète pour conclure cet épisode, je suis convaincu, que d'être accompagné par, un seul expert dans son domaine, à mon avis, n'est pas pertinent et n'est pas suffisant. Voilà, quand Mmh. on a une entreprise, on a des problématiques privées sur son patrimoine, mais également, des problématiques professionnelles sur le patrimoine aussi, de l'entreprise, mais également juridiques et tout ça, ça s'imbrique, hein, donc si on Mmh. travaille que sur une brique et pas sur l'ensemble de la maison, on va faire qu'une partie du boulot. Donc aujourd'hui, se faire accompagner par des notaires, des avocats en droit des sociétés, des conseillers en investissement financier et travailler ensemble Mmh. pour les chefs d'entreprise qui œuvrent chaque jour. Et c'est un métier où il faut beaucoup de courage. On est bien placé pour le savoir puisqu'on est aussi des indépendants. Exactement, on est nous aussi On est entrepreneurs. entrepreneurs aussi dans notre domaine. Et voilà, c'est important de se sécuriser, de se border pour vivre Complètement, l'aventure la plus sereinement possible. exactement. Donc, Poser des bonnes bases, ouais, des fondations solides. exactement. C'est ce que je répète toujours à mes clients aussi. Exactement. Donc j'espère en tout cas pour ceux et celles qui nous écoutent que ça va vous avoir éclairé et que vous savez maintenant un peu mieux ce qu'est un pacte d'associés. Et surtout, n'hésitez pas à venir trouver Alexandra sur Paris ou en visio si vous êtes en province. Il n'y a pas de souci Complètement, aujourd'hui. Elle peut intervenir partout en France grâce aux moyens technologiques, justement. exactement. Merci beaucoup Alexandra d'être venue. Et puis je te dis en tout cas à très bientôt en Merci. présentiel à l'occasion Oui, d'un séjour en oui, Bretagne ou sur Paris pour ma part. avec grand plaisir. Merci beaucoup Sébastien de m'avoir, invitée, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Et puis merci à toutes et tous. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Monsieur Petite Ligne. À bientôt.